Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec à mes côtés Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Tam. Et notre invité cette semaine est Pierre Dharréville, député communiste des Bouches-du-Rhône. Bonjour à vous. Bonjour. Et à la une du Parlement, la décision historique, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette initiative est portée par 248 parlementaires d'opposition, de droite comme de gauche, à l'Assemblée et au Sénat. La réforme de la fonction publique, le projet de loi va être bientôt examiné en séance publique à l'Assemblée. Parmi les points polémiques, le recours facilité aux contractuels, discussion sur fond de tension avec les syndicats, unis et nombreux contre le texte. Une séance sous haute tension au Palais du Luxembourg. Christophe Castaner a essuyé une salve de questions sur tous les bancs de sénateurs, interrogé sans ménagement sur la polémique autour de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et puis on reviendra sur les 2 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Les présidents des groupes politiques au Sénat ont fait le bilan de l'action du chef de l'État et des réformes engagées depuis 2017. C'est une première. Le Conseil constitutionnel a validé le projet de soumettre à référendum la cession d'Aéroports de Paris. Ce référendum d'initiative partagée a été demandé par 248 parlementaires des oppositions de droite comme de gauche qui ont fait front commun pour contester la privatisation d'ADP décidée par le gouvernement. Alice Rougeray. Unis autour d'un même document, la décision du Conseil constitutionnel qui valide le référendum. De la gauche à la droite, en passant par le centre, les parlementaires de tous bords savourent leur victoire. On a décidé avec Valérie Rabault d'unir nos efforts pour monter cette proposition de loi référendaire. Ça a été une course de vitesse, ça, je veux bien le reconnaître. Je pense que c'est une grande victoire de la souveraineté populaire, parce que n'oublions pas que nous ici, nous représentons la souveraineté populaire. Et je crois qu'elle s'est très bien manifestée à travers cette proposition de loi référendaire. Mais la procédure n'est pas terminée. Il faut maintenant recueillir le soutien de 10% des électeurs, plus de 4 700 000 voix. Un site internet dédié sera mis en place par le ministère de l'Intérieur. Nous donnons les clés pour cette deuxième phase à nos concitoyens en leur disant « vous avez la possibilité, c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité qui vous est donnée par une démarche des parlementaires, de vous exprimer, de dire que vous ne voulez pas la privatisation d'Aéroports de Paris. » Lancée par l'exécutif, votée par le Parlement, la privatisation est reportée le temps de la procédure. Un revers pour la majorité qui dénonce un affaiblissement des institutions. Pour moi, on gagnera à développer la démocratie directe si elle vient compléter la démocratie parlementaire. Si elle affaiblit la démocratie parlementaire, personne n'y gagnera. Le recueil des signatures durera 9 mois, sous contrôle du Conseil constitutionnel. Pierre Dharréville, le Conseil constitutionnel, on l'a vu, a donc validé l'idée d'un vote, de soumettre au vote la privatisation d'Aéroports de Paris. Est-ce que c'est pour vous une grande satisfaction? Ah oui, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je suis naturellement signataire de cette demande de référendum d'initiative partagée. Et je crois que c'est un outil qu'il était utile de mobiliser sur ce sujet. On aurait pu d'ailleurs le mobiliser sur... C'est une première, on le rappelle. Mais oui, c'est une première. Donc oui, je crois que, en tout cas, le sujet d'Aéroports de Paris était suffisamment crucial pour que des parlementaires de différentes familles politiques puissent s'unir et permettre que ce référendum d'initiative populaire ait lieu. Donc voilà, je me félicite effectivement que le Conseil constitutionnel ait validé, mais maintenant, tout reste à faire. Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu mission impossible quand on voit tout le parcours qui reste pour que éventuellement ce RIP, comme on l'appelle, aboutisse un jour? Le référendum d'initiative partagée, on se demande s'il a été fait pour être vraiment mobilisable, si c'était pas un petit gadget qui a été instauré dans la Constitution pour faire un peu semblant. Bon, une course d'obstacles. Cela étant dit, nous avons réussi à passer le premier obstacle et nous allons nous battre pour passer le deuxième. Il faut mobiliser... Alors c'est quoi le deuxième? C'est 4 717 000 signatures. Ça fait 10% du corps électoral, 10%, de gens qui ont leur carte électorale et qui devront effectivement signer pour dire je souhaite qu'il y ait un référendum sur ce sujet. Ça c'est faisable pour vous? Oui, je pense que c'est à portée de la main, mais il faut une bataille pour cela. Et donc nous allons nous engager, en tout cas moi je vais m'engager fortement pour que celles et ceux qui souhaitent que ce référendum ait lieu puissent se manifester. Et j'espère que le gouvernement jouera pleinement le jeu, qu'il mettra à disposition les outils dont il est fait état dans la Constitution de manière opérationnelle. Qui ne verrouille pas le débat. Bien sûr. Quelles sont pour vous, justement, les priorités pour simplifier le
RIP, puisqu'on l'a dit, c'est une première. Vous découvrez toutes les difficultés de cette procédure. On voit bien, d'abord, il faut un nombre de parlementaires conséquent pour que la procédure puisse être déclenchée. Nous n'avons pu, par exemple, si nous avions voulu le faire simplement avec les groupes de gauche, c'était impossible. Donc il faut baisser le nombre de parlementaires signataires. Si on voulait rester sur cette formule, mais en vérité, c'était un référendum d'initiative parlementaire avec un soutien populaire, plus que partagé. Vous voyez, c'est une formule assez hybride. Ça n'est pas le référendum d'initiative citoyenne tel que nous avions pu l'imaginer, le porter déjà à l'époque. Mais vous dites qu'il faut une bataille politique. Alors on voit ces députés d'opposition de droite comme de gauche qui se sont unis, dont vous êtes, pour porter ce RIP et le faire aboutir, en tout cas pour obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce front politique va perdurer ? Parce que vous dites que vous êtes prêt à mener la bataille politique. Mais avec vos collègues de droite et c'est une très bonne question, parce qu'il y a sans doute des motivations différentes qui nous conduisent à ne pas vouloir, parfois similaires, mais parfois très différentes, qui nous conduisent à ne pas vouloir de la privatisation. Mais vous vous retrouvez quand même... Parce qu'il y a une question d'intérêt général. Voilà. Et je crois que vous retrouvez sur cette question de l'intérêt général, parce que contre la privatisation d'ADP. Bien sûr, ça paraît une aberration. C'est apparu une aberration pour de très très nombreux députés. Cela étant dit, dans le débat qui s'ouvre, il y a deux questions. La première, c'est de savoir est-ce que nous voulons ou pas un référendum. Et je pense qu'y compris des gens qui pourraient éventuellement être favorables à l'aéroport de Paris, pourraient signer pour dire oui, bien sûr, faisons un référendum. Bon. Et deuxième chose, c'est faut-il ou pas privatiser. Et là, moi, je constate que dans le projet de loi Pacte qui contient cette privatisation de l'aéroport de Paris, il y a d'autres privatisations. Il y a Engie, il y a la Française des Jeux. Et moi, je dont on parle moins, et qui ne font pas l'objet de ce référendum d'initiative partagée. Mais moi, je pose effectivement la question plus largement de la capacité d'action de la puissance publique, de la propriété publique d'un certain nombre de choses pour garantir des biens communs, pour garantir des droits fondamentaux. C'est une question fondamentale qui nous est posée et avec Aéroport de Paris, je crois qu'on est au cœur du sujet. Pierre Dharréville, est-ce que c'est maintenant le début de 9 mois de campagne pour ou anti-Macron? Jusqu'ici, le référendum anti-ADP avait été porté notamment de façon puissante dans les rangs des Gilets jaunes. Comment est-ce que vous allez mener campagne dans les prochains mois? Mais la campagne, elle est sur un sujet concret sur lequel il doit y avoir débat. Moi, je suis pour que le débat politique se déploie pleinement et que nous fassions des choix démocratiques en pleine conscience. Donc, il y a une dimension politique aussi, ça va être pour ou contre le chef de l'État. Non, je crois que c'est d'abord cette mesure-là qui est visée. Après, évidemment, la manière dont Emmanuel Macron assumera cette décision et la défendra, elle aura des conséquences. Mais c'est pas une opération politicienne. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale sur laquelle nous avons souhaité que notre peuple puisse avoir le dernier mot et se prononcer. Et il y en aurait, je crois, beaucoup d'autres, mais au moins celle-là est sur la table. Alors on va parler, Pierre Dharréville, d'un dossier que vous suivez de très près, la réforme de la fonction publique. Le texte arrive en séance publique dans l'hémicycle. La question du recours aux contractuels que le texte prévoit de généraliser a marqué les débats en commission. Je vous propose d'écouter cet extrait, ce que pense Hugo Bernalicis de cette question des contractuels, votre collègue député de la France Insoumise qui n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat. Écoutez. Pourquoi précisément les emplois de direction? Vraiment, je le redis, c'est clairement la volonté du président de la République, du candidat Emmanuel Macron, de faire le ménage au sein de l'administration, notamment l'administration de l'État et les administrations centrales, pour avoir des gens qui soient complètement loyaux au sens politique du terme et pas administratif, et vraiment qui soient des serviteurs zélés de la politique du gouvernement, s'écartant de la même peut-être d'une certaine forme de libre arbitre qui pourrait leur être salutaire et qui est pour le coup garanti bien plus par le statut. Donc vraiment, au final, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas pour quand même positionner à des postes à responsabilité un certain nombre de copains qui gravitent aujourd'hui dans des grandes entreprises type, je sais pas moi, Vinci, Bouygues, Total, Sanofi, enfin tous ceux qui ont financé la campagne du président de la République en fait. Pierre Dharréville, est-ce que comme votre collègue de la France Insoumise, vous dénoncez ce recours massif aux contractuels qui viendraient prendre les postes de direction? Ou alors est-ce que c'est exagéré? Oui, bien sûr, je le dénonce fortement, fermement. J'ai écrit une lettre ouverte sur ce sujet il y a quelques jours parce que je pense que la réforme de la fonction publique, elle ne concerne pas simplement les agents, elle nous concerne toutes et tous. La fonction publique, c'est l'outil
d'une république sociale. C'est notre bien commun et elle doit nous permettre de relever les défis du quotidien et les défis de l'avenir. Et c'est pour ça que la fonction publique existe, c'est pour ça qu'il existe un statut de la fonction publique. Donc ce texte menace ce statut ? Oui, ce texte attaque ce statut frontalement parce qu'il est dans une logique de privatisation, de confusion, qui était évoquée par Hugo Bernalicis à l'instant, de fragilisation également de la fonction publique. On veut faire finalement des instances de l'État une sorte de passe-plat du marché et avec un affaiblissement de la capacité directe d'intervention et d'action de l'État, de l'indépendance y compris des agents, parce que le statut c'est pas le statut des agents, c'est le statut de la fonction publique. C'est-à-dire ça garantit véritablement que lorsqu'on y travaille, eh bien d'abord on doit un service. Et puis ensuite, voilà, ça apporte des garanties à l'ensemble de la communauté nationale. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt estime que cette réforme est attendue par les agents qui veulent de la mobilité, accéder à la formation ou encore maîtriser leur carrière. Est-ce que vous entendez ces arguments? Est-ce que pour vous ils sont justes? Mais Olivier Dussopt, il faut qu'il regarde ce qui se passe dans le pays. Parce que là, on continue quand même d'être dans des attitudes qui sont profondément étonnantes. L'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique étaient mobilisés cette semaine dans la rue. On l'a noté, c'était unifié ce jeudi. Bien sûr, unis pour contester ce projet. Bon, donc il faut écouter ce que disent les agents véritablement et pas parler à leur place en faisant semblant. Donc pour vous, l'exécutif est sourd à ce message, touche pas à mon service public, à ma fonction publique. L'exécutif a décidé d'un choix profondément libéral, il veut l'appliquer et ensuite il essaie de faire semblant que tout se passe bien, qu'il y a la concertation, mais on connaît ce discours, ça fait 2 ans. Il y a eu 15 mois de concertation, 6 semaines de consultation officielle. Pour vous, il n'y a pas eu de réel dialogue malgré cela avec les syndicats? Au bout du compte, l'ensemble des organisations syndicales expliquent qu'elles ne sont pas contentes et que ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu une véritable concertation. On les a fait parler et ensuite le projet de loi a été mis sur la table tel qu'il avait été imaginé dès le départ. Et donc si on veut agir pour répondre aux aspirations des agents sur les évolutions de carrière, sur un certain nombre sur le traitement des fonctionnaires, leur salaire, eh bien je crois qu'il y a des mesures à prendre. Mais il n'y a pas besoin de casser la fonction publique pour ça. Alors justement, cette réforme est examinée en première lecture à l'Assemblée. Elle ira ensuite devant le Sénateur. Le gouvernement souhaite aller vite. Il a évoqué... Comme toujours. Il a dit que le calendrier, c'était que ce soit adopté avant l'été. Est-ce que vous pensez que ce sera tenu ou est-ce que vous allez vous battre pour faire durer le débat parlementaire ? Mais moi, je suis jamais dans des attitudes de bataille de ce type. L'objet, nous allons nous battre. Pas pour faire durer le débat. Sur le fond. Mais nous allons nous battre pour... Sur le fond des mesures de ce texte. Bien sûr, parce que, y compris le débat qui a lieu ici, c'est un débat qui est en train de monter dans le pays. Et il faut que ce débat prenne de l'ampleur. Et donc, je crois que la bataille que nous allons mener, elle va viser à obliger le gouvernement à se justifier, à mettre sur la table des contre-propositions, à contester la philosophie de ce projet de loi et essayer de le faire reculer. Donc oui, nous allons mener bataille dans cette optique-là, parce que nous pensons que c'est grave. Ce qui est dans l'hémicycle, dans la rue, en circonscription, partout ? Oui, par exemple, dans ma circonscription, j'ai tenu il y a 10 jours une réunion publique sur le sujet. Des Bouches-du-Rhône. Voilà. Vous n'êtes pas rassuré par le fait qu'Emmanuel Macron ait dit que la suppression de 120 000 fonctionnaires n'était plus un totem, ce qu'il a dit le 25 avril? Pour l'instant, je n'ai pas vu d'engagement précis sur le sujet. Ils ont affiché un objectif qui était de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Donc il va nous dire, bon, on va peut-être en supprimer un peu moins. Mais où est la victoire, au bout du compte? Donc voilà, on reste dans cette philosophie, dans cette logique qui vise à tailler la fonction publique. Il n'y a pas, pour moi, pas de nouveauté pour l'instant. Pierre Dharréville, également cette semaine, la séance de questions d'actualité au Sénat a été tendue. Christophe Castaner a dû faire face au tir croisé des sénateurs. Place de la Contrescarpe en 2018, Pitié-Salpêtrière en 2019. Le ministre de l'Intérieur était au cœur de la polémique au Sénat. Il avait qualifié dans un premier temps d'attaque l'intrusion qui s'est déroulée la semaine dernière dans l'hôpital parisien. Extrait. On a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. C'est une intrusion violente, avez-vous dit successivement, monsieur le ministre. C'est une exaction inqualifiable et indigne, d'après la ministre de la Santé. Alors, monsieur le ministre, sur quel fait le gouvernement s'est-il fondé pour donner l'alarme aux Français sur des violences qui n'ont pas eu lieu? Les responsables hospitaliers qui m'ont accueilli m'ont fait part de leur émotion. Et c'est sur la base de leur émotion, qui d'ailleurs était filmée par les chaînes d'information, que je me suis prononcé. Et c'est sur la base de cette émotion extrêmement forte que j'ai dénoncé ces faits. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot qui, au vu
des événements le lendemain, mais surtout au vu de la polémique qui a été née et qui mettait du coup en cause la qualité exceptionnelle du travail de nos forces de sécurité, j'ai souhaité faire évoluer le mot en prenant celui de la directrice et donc d'évoquer une intrusion. Pouvez-vous enfin reconnaître qu'émettre des mensonges ou des contre-vérités, même si on modifie son propos ultérieurement, pour salir le mouvement social lorsqu'on est ministre, relève du scandaleux et de l'inacceptable. La crédibilité du ministre de l'Intérieur, qui a manipulé l'opinion, est aujourd'hui entachée et pour le moins, il devrait être entendu par les commissions des lois du Parlement. Avoir un mot qui n'est pas adapté quand on est un responsable public, ça arrive. C'est courant, ça m'est arrivé et peut-être un jour cela vous arrivera-t-il. Le corriger en assumant d'avoir utilisé un terme qui n'était pas adapté et en revenant à un terme qui l'est parfaitement, fait honneur à celui qui le fait, est une bonne chose et me semble à la hauteur de ce que doit faire un responsable politique. Et je veux à cette occasion redire toute ma confiance en monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur ces mots. Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû employer le terme d'attaque. Est-ce qu'il doit encore être auditionné pour vous par les parlementaires sur cet épisode? Oui, parce que il y a des faits qui se sont produits à nouveau lors de cette manifestation du 1er mai qui méritent d'être étudiés avec des images. Donc aller au-delà oui, purement de la pitié-salpêtrière. Oui, bien sûr, parce que les témoignages qui ont été portés à notre connaissance depuis eh bien, interrogent quand même sur l'attitude qui a été celle choisie par le gouvernement face à cette manifestation. Donc on a à chaque fois finalement l'attitude de Vous voulez dire face aux syndicats notamment, on a vu un certain nombre de violences par rapport au cœur du cortège. Il y a une volonté finalement de produire un récit gouvernemental, un récit fantastique, un récit homérique, jupitérien. Lequel précisément? Qui est celui d'expliquer que finalement il y a le gentil gouvernement d'un côté et les méchants manifestants de l'autre, et de produire quand même une forme de réponse répressive face à ce mouvement qui se perpétue de manifestation en manifestation. Et donc je crois qu'il y a besoin d'enquêter. Une stratégie de la tension qui serait mise qui serait orchestrée, vous dites, par l'exécutif. Volontairement. Oui, une stratégie de tension avec une tentative de manipulation d'effets ou de grossissement d'effets loupes sur les événements qui se sont produits pour ne pas parler du fond, pour ne pas parler du sujet, pour ne pas parler des revendications, pour écarter, balayer d'un revers de main la contestation profonde qui existe dans le pays de cette politique. Vous ne pensez pas que Christophe Castaner a pu aussi être simplement mal informé le mercredi où il a eu ses propos? Ce que je constate, c'est que ce qui s'est produit auparavant, c'était une stratégie de tension, et ce qui s'est produit pendant et après, c'était une stratégie de tension. Et donc, je crois qu'il y a véritablement une volonté du gouvernement, là, de produire ce récit dont je parlais, et que nous devons interroger la réalité de ce qui s'est passé, et quelle a été l'attitude, les ordres, les consignes qui ont été données, la politique choisie par le gouvernement. Justement, il y a une enquête en cours sur ces faits-là, sur ce qui se serait passé ou pas, et il y a aussi cette demande de commission d'enquête parlementaire. En quoi cette commission d'enquête parlementaire, si elle se met en place, serait utile ? Ça fait 1 an maintenant que nous avons proposé déjà une commission d'enquête sur les faits qui se sont déroulés le 1er mai dernier, puisqu'il y a déjà eu une difficulté de manifester ce jour-là. Nous avons réitéré cette demande il y a quelques semaines, quelques mois de cela, à l'occasion d'autres événements graves qui se sont produits, et nous recommençons à demander cette commission d'enquête parce que nous pensons que le Parlement doit contrôler l'action du gouvernement, y compris en matière de maintien de l'ordre et de garantie de la liberté constitutionnelle fondamentale de manifester. Très rapidement, est-ce que pour vous cet épisode doit nous faire réfléchir à la question de l'emballement médiatique, de la manipulation de l'information, les fake news, quand on voit comment de nombreux médias aussi ont relayé cette théorie de l'attaque? Toujours. Il faut toujours réfléchir à la manière dont nous nous informons, dont nous informons également. Cela étant dit, je crois que les médias dans cette affaire ont aussi rapidement et sans doute on fait marche arrière rapidement partie grâce aux réseaux sociaux. Une partie des médias, sans doute tous n'ont-ils pas eu la même attitude, mais rapidement il y a eu des contre-éléments qui ont été apportés face aux affirmations du ministre et qui ont obligé d'ailleurs à ce recul. Alors, il y a 2 ans, Emmanuel Macron était élu président de la République, chamboulant le paysage politique, et c'est l'occasion d'un petit bilan pour les sénateurs.
Et après des débuts jupitériens et des réformes menées de tambour battant, eh bien l'heure est à la crise des Gilets jaunes et à la recherche d'un nouveau souffle pour l'exécutif. Que pensent les sénateurs de ce début de mandat? Jonathan Dupriez leur a demandé. Seul, sur fond d'Ode à la joie, Emmanuel Macron traverse la cour du Louvre. Le 7 mai 2017, l'ancien ministre de l'économie est élu à 39 ans, plus jeune président de la République française. Le mois suivant, Emmanuel Macron remporte une large majorité aux législatives et met en place ses réformes. Ordonnance travail, réforme ferroviaire ou encore loi Elan, à un rythme effréné. Beaucoup de Français pouvaient souscrire à cette ambition réformatrice. Force est de constater qu'elle s'est heurtée à la méthode qu'il a employée, c'est-à-dire la verticalité, l'absence de concertation et de prise en considération de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Les premiers temps, il jouit d'un contexte favorable. Emmanuel Macron est crédible sur le plan européen et international. Paris remporte les Jeux Olympiques de 2024, les Bleus la Coupe du Monde. Mais l'affaire Benalla vient gripper la machine présidentielle à l'été 2018. Je prends l'affaire Benalla pour ce qu'elle est. Une affaire personnelle, une dérive personnelle, grave par ailleurs, mais qui n'entache en rien la politique globale du gouvernement par ailleurs. Les réformes sont à l'arrêt. Des ministres de premier plan comme Gérard Collomb ou Nicolas Hulot démissionnent. Mais le tournant s'opère à l'automne 2018. L'augmentation annoncée des prix du carburant révolte une partie de l'opinion. La crise des Gilets jaunes éclate. Congrès de Versailles 2018, le président Macron avait commencé son propos, rappelez-vous, par « Oh, je sais aussi douter, je sais que tout ne va pas bien, etc. etc. » Et puis on a eu la crise des Gilets jaunes. Ce qui signifie qu'il y a un décalage entre les propos et la réalité des faits ressentis par les Français. Pour sortir de la crise, il prend des mesures en faveur du pouvoir d'achat, 10 milliards d'euros sur la table, et lance le grand débat. Mais sa restitution ne convainc pas. Pour l'opposition, les maux du pays sont toujours en suspens. Emmanuel Macron a voulu sortir du clivage droite-gauche, mais il a, si j'ose dire, revitalisé un clivage beaucoup plus conflictuel entre le haut et le bas, entre le peuple et les élites. Et ça, c'est hautement conflictuel. À l'approche des européennes, Emmanuel Macron mise sur le scrutin pour reprendre la légitimité que la rue lui conteste. Voilà, alors réforme tous azimuts depuis 2 ans, cotisation chômage, maladie, réforme de la SNCF, Parcoursup, ordonnance sur le code du travail, suppression de l'ISS. Si vous deviez retenir une de ces réformes, une bonne réforme, tiens. C'est très difficile. Est-ce que vous en citeriez une? Il y en a peu, non. Les réformes qui me viennent à l'esprit, ce sont de mauvaises réformes, de très mauvaises réformes. Donc pour vous, le bilan est globalement négatif? Ah oui, c'est un bilan, oui, c'est 2 ans de trop d'Emmanuel Macron, c'est 2 ans de casse sociale, de violence sociale, c'est 2 ans de politique du président des riches, c'est 2 ans de narcissisme au plus haut sommet de l'État. Voilà, non, je considère qu'on est vraiment dans le... Il a engagé une politique de grand chamboule-tout de la République. Donc il n'y a pas une seule bonne réforme, une réforme qui trouve grâce à vos yeux? Il y en a peu, il y a des mesures que parfois nous avons votées, parce qu'il n'y a pas de raison quand une mesure est bonne que nous ne la votions pas. Mais quand on regarde ce qui a été fait, ce qui a été produit par ce gouvernement, ce sont des choix politiques profondément régressifs, profondément libéraux, profondément de droite, et qui ont toujours conforté les mêmes, c'est-à-dire les plus puissants, les grands propriétaires de notre pays. Je parle des grands actionnaires, des banquiers, etc. Voilà, tous les actes qui ont été produits se sont inscrits en tout cas dans cette logique. Et après, il y a eu des tours de passe-passe pour nous expliquer, mais non, on va prendre ici, on va donner là. Mais au final, je pense que notre peuple a bien compris, et donc ça fait, au final, à l'arrivée, un pays sans dessus-dessous. Une question sur le rythme du travail législatif. Pierre Dharréville, les réformes, elles se sont enchaînées dans un premier temps. Mais depuis le début de la crise des Gilets jaunes, la machine ne s'est-elle pas enrayée? On a un gouvernement qui a voulu nous faire légiférer à marche forcée. Or, je pense que nous avons un rôle important dans cette démocratie qui doit être un rôle pleinement en lien avec ce qui se passe dans les territoires, avec les mouvements qui peuvent émerger, de mener le débat, de mener la discussion, de prendre des décisions qui soient les plus éclairées possibles par une expérience du réel, etc. Et le gouvernement a voulu embouteiller et puis effectivement légiférer à tour de bras. Mais c'est beaucoup plus compliqué depuis il a voulu légiférer à notre place. Alors, combien de fois a-t-il légiféré par ordonnance, c'est-à-dire nous privant de notre pouvoir de parlementaire? Donc, et je pense qu'il n'a pas... Est-ce qu'Emmanuel Macron affaiblit le Parlement? Ah oui, vous cornac. Non, mais il y a une volonté effectivement de se passer législateur.
le plus possible du Parlement et de son action, dans la manière qu'a Emmanuel Macron de pratiquer le pouvoir. Il y a une pratique assez solitaire finalement du pouvoir. Il rend des comptes lui-même, la grande palabre macronienne se poursuit et se continue. Donc voilà, effectivement la machine s'est enrayée à force de vouloir procéder de la sorte, mais je crois que cette volonté n'a pas disparu. Est-ce que vous pensez que la crise des Gilets jaunes va faire changer la façon de gouverner d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'elle le devrait. Très vite parce qu'il nous reste 10 secondes. Elle le devrait, mais pour l'instant, j'en ai pas vu les signes. Merci beaucoup Pierre Dharréville d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo et nous on se retrouve très vite sur nos antennes. Merci beaucoup Katia, très bonne suite des programmes.